Mercredi 11 mars 2020. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Accès Direct. Et voilà ce qui nous attend ce soir. On parlera de Mars Bleu. Le mois de mars est consacré au dépistage du cancer colorectal avec une docteure ce soir avec nous. On ira faire un tour en station sur les pistes à 2 roues avec le fondateur de Moonbikes et Cécile Bouget viendra nous faire une sélection des belles initiatives du moment. Mais comme chaque soir de la semaine à 18h30, vous retrouvez votre journal, bien évidemment. Il sera question des municipales avec un nouveau reportage de Julie Ségala à Saint-Gervais. Et puis un reportage sur un concours de Beaufort, de quoi nous rendre très gourmands. Un peu moins de 2 semaines après la cérémonie des Césars, nous sommes en liaison avec Guillaume de Vels, professeur de cinéma au lycée Louis-Armand à Chambéry, et Héloïne Laurent, élève du lycée en spécialisation cinéma. Avec votre classe, vous avez participé au vote du César des lycéens, César que vous remettez en main propre ce mercredi aux réalisateurs du film Hors Normes, Éric Toledano et Olivier Nakache. C'est pour ce film que vous aviez tous voté ? Oui. Il n'y a pas eu de discussion, c'était uniquement ce film. Il y a eu beaucoup de discussions, mais les 3 films qui sont ressortis, principalement, c'est Le Portrait de la jeune fille en feu, Hors Normes et Les Misérables. Est-ce que le choix a été difficile ? Bah oui, parce que c'est 3 bons films. On a vu d'autres plus. Oui, il y en a d'autres plus, mais... Alors, sur quels critères vous vous êtes basé pour finalement élire ce film Hors Normes ? Les élèves ont pris du temps pour débattre autour des questions de mise en scène. Donc, il y a eu des échanges et des débats durant 2 semaines. Les élèves ont vu les films en salle. On a fait une carte mentale au tableau ensemble pour réfléchir à tout ce qui composait en fait la mise en scène d'un film, le travail de l'image, du son, les mouvements de caméra, la direction d'acteur, le casting. Et ensuite, les débats ont lieu, ils ont été vraiment très riches. Et les élèves aussi ont pu dépasser le j'aime pas et apprendre aussi à développer leur point de vue, à évoluer sur leur propre point de vue et à accueillir la parole de l'autre. Et je crois qu'Hors Normes, c'est un film qui a vraiment fait la différence pour les élèves de la section cinéma du lycée Louis-Armand parce que c'est un film qui traite avec humour et poésie d'un sujet grave qui est la prise en charge de l'autisme. Enfin, l'insuffisance de la prise en charge de l'autisme à l'heure actuelle. Alors, quelle expérience finalement est-ce que vous retirez de tout ça, de toute cette aventure ? C'est une expérience très enrichissante où on a appris beaucoup de choses parce qu'on a pu parler au réalisateur. Et du coup, on a appris plein de choses. Alors, cette journée, est-ce que vous pouvez me la raconter un petit peu, cette journée de remise du fameux prix du César des lycéens ? On est d'abord arrivé à Paris. Ensuite, on a déposé nos affaires dans un hôtel. Et puis après, on est allé manger et on a discuté un petit peu du film Hors Normes. Et après ça, on est allé directement au ministère où on a pu voir, on a pu être pris en charge en fait. Et ensuite, on a commencé la cérémonie avec une masterclass qui a suivi. Et ensuite, un cocktail où on a pu discuter individuellement avec les réalisateurs. Donc c'est une réelle chance, vous en gardez, je suppose, de très bons souvenirs. Eh bien, merci à vous en tout cas d'avoir répondu à notre appel ce soir et puis bonne continuation et rentrez bien à votre lycée. Merci. Alors j'accueille tout de suite ma première invitée ce soir, elle est docteure Anne Delorraine. Bonsoir, je vous en prie, installez-vous. Bonsoir. Vous êtes responsable des sites de la Savoie et de la Haute-Savoie, du Centre régional de coordination du dépistage des cancers Auvergne-Rhône-Alpes. Et avec vous, ce soir, nous allons parler de Mars Bleu. Qu'est-ce que c'est, Mars Bleu ?
Mars bleu, c'est le mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. Donc c'est une période instaurée par l'Institut national du cancer pendant laquelle on essaie de mobiliser, de sensibiliser donc, la population à l'intérêt de réaliser ce dépistage. Alors, donc ce dépistage, c'est le dépistage du cancer colorectal ou côlon-rectum. Qu'est-ce que c'est ce cancer ? Alors, le cancer colorectal, en fait, donc c'est un cancer qui se développe dans le côlon ou dans le rectum. Le côlon et le rectum, c'est l'extrémité en fait du tube digestif. C'est la zone dans laquelle sont transportées donc les matières fécales jusqu'à ce qu'elles soient expulsées. Et donc, en fait, il s'agit donc d'une tumeur qui se développe sur une lésion précancéreuse qui est un polype. Un polype ou on appelle ça un adénome. Donc cet adénome va petit à petit, dans certains cas, ce n'est pas systématique, grossir et va donc envahir la paroi de l'intestin, voire voire d'autres organes. Quels sont les symptômes ? Alors les symptômes ne sont pas spécifiques du cancer colorectal. Hein. Ça peut être donc des troubles digestifs le plus souvent, de type des douleurs abdominales, de type des troubles du transit, hein, soit de la diarrhée, soit de la constipation. Ça peut être un amaigrissement qui n'est pas expliqué, ça peut être une anémie. Parce qu'en fait, le polype, donc, qui est la lésion précancéreuse ou le cancer, va avoir tendance à saigner. Et donc, ce qui explique cette anémie. Ces symptômes sont très variés, finalement. Oui, sont très variés et pas spécifiques. Et surtout, en fait, ces symptômes apparaissent alors que ce cancer a déjà grossi et est devenu important. D'où l'intérêt, en fait, de se faire dépister, parce que plus il est dépisté tôt, plus il est facile à traiter. Alors, justement, j'ai quelques chiffres par rapport à ça. Le cancer colorectal est responsable de plus de 17 000 décès par an. Pourtant, comme vous le dites, s'il est détecté tôt, il se guérit dans 9 cas sur 10. Il faut donc accentuer les campagnes de dépistage. Tout à fait, tout à fait. Il faut accentuer les campagnes de dépistage et il faut mieux faire connaître ce dépistage qui est très facile à faire, qui est quand même encore assez méconnu, qui se fait chez soi, tranquillement. On va en parler justement, effectivement. Et vous l'avez amené d'ailleurs oui. avec vous, donc on voit que ça ne oui. prend pas beaucoup de place d'ailleurs voilà. dans votre main. À partir de quel âge est-ce qu'il faut faire ce dépistage ? À partir de 50 ans, il est proposé de 50 à 74 ans. On peut le faire avant et après, évidemment. Avant 50 ans ? Alors, avant 50 ans, non, il n'est pas... enfin, si vous voulez, la tranche d'âge 50 à 74 ans, elle est définie en fonction de la fréquence de ce cancer. Et donc, ce dépistage n'est pas proposé avant 50 ans. Hommes, femmes ? Hommes et femmes, voilà, parce que tout le monde est concerné par le cancer colorectal. Il y a un petit peu plus de cancer chez les hommes, mais il y en a aussi chez les femmes. Alors, il est important aussi de rappeler qu'il ne faut pas attendre d'avoir des symptômes avant de se faire dépister. Tout à fait, c'est l'intérêt du dépistage. C'est-à-dire qu'en fait, comme je l'ai expliqué, si on attend d'avoir des symptômes pour se dire « oh, il faut que je fasse quelque chose », c'est souvent bien avancé. Et le dépistage, justement, s'adresse à toutes les personnes qui ne sont pas malades, qui n'ont pas d'antécédents dans la famille de cancer ou même qui n'ont pas de maladies inflammatoires qui nécessitent un suivi par coloscopie. Donc toute la population, en gros 80% des 50-74 ans, sont concernés par ce dépistage. Nous, la structure, on invite cette population à aller réaliser un test de dépistage qui se fait... Alors justement, comment ça se passe ? Comment ça se passe ? La première étape, c'est d'aller voir son médecin. C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que nous, on adresse une invitation avec un petit document qui explique ce que c'est que le dépistage du cancer colorectal et la personne va voir son médecin traitant, pas spécifiquement pour ça, mais à l'occasion d'une consultation, lui parle de ce dépistage et les médecins sont équipés
et remettent le test, expliquent l'intérêt du test et expliquent aussi ce qui se passera si le test est positif. C'est un test de recherche de sang dans les selles. Alors, est-ce que vous pouvez nous montrer à quoi donc ce test ressemble Tout et la marche à suivre? Voilà. On va Donc appeler ça comme ça. le médecin remet pochette, cette enveloppe. Qui est bien sûr fermée, mais nous Voilà, on l'a ouvert qui est un petit peu fermée. plus tôt. Voilà. Et puis, donc, à l'intérieur de cette enveloppe, il y a un document il y a donc une pochette qui est en 3 parties, qui se présente comme ça. D'accord. La première partie, c'est un mode d'emploi qui est très très bien expliqué. Dans la deuxième partie, on va trouver un document à remplir où il y aura un certain nombre de choses à compléter ou alors à coller des étiquettes qui sont sur la lettre d'invitation. Et puis, il y a un dispositif de recueil des selles qui se met tout présente simplement sur les toilettes. qui se colle sur les très toilettes. simple. C'est très très simple, qui se colle sur les toilettes et qui permet de recueillir les selles. Et le test en lui-même donc se présente là. Le voilà. Donc il suffit d'ouvrir le test et de gratter légèrement la selle. On referme, on secoue. Et avec le test, donc, il y a des étiquettes à coller. Il faut bien indiquer aussi la date de réalisation du test. Et puis, on il suffit trouve après de glisser dans cette enveloppe. Voilà, il y a 2 enveloppes, une enveloppe de protection et une enveloppe T. On met le test avec la fiche d'identification dans l'enveloppe T. Et il n'y a plus qu'à poster. Et il n'y a plus qu'à poster. Ce test, il faut rajouter quand même qu'il est 100% remboursé. 100% pris en charge par l'assurance maladie. Donc le test est donc et la lecture du test est gratuite et la délivrance du test est aussi gratuite. Alors vous aviez pas mal d'événements prévus pour parler du dépistage. Malheureusement, ils ont été reportés à cause de l'actualité du coronavirus. Mais on peut toujours aller voir sur votre site internet pour être au courant de toutes vos actualités. Vous pouvez me redonner l'adresse du site internet? Alors, c'est dépistage cancer aura, tout attaché. Et il y a un numéro de téléphone. Voilà, 04 79 68 30 40. On peut se renseigner à ce niveau-là, voire demander un test si pour une raison on n'a plus de médecin ou si c'est compliqué. Eh ben, c'est noté. Merci beaucoup en Merci tout cas à vous. de nous avoir Merci éclairés à ce vous. soir. Je voudrais juste rajouter que ce test peut sauver la vie. Aussi, voilà. C'est important Donc, effectivement de le dire. C'est très très important de le faire. C'est très facile. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous laisse rejoindre la régie. J'invite à présent Nicolas Muron à me rejoindre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président et fondateur de Moonbikes. Le principe est assez simple. On aime la neige, on aime la moto, on adore Moonbikes. C'est un petit peu ça ou pas? C'est un peu ça. C'est plus simple qu'une moto. Donc les gens qui ne font pas de roue peuvent faire de la moonbike. On n'a pas besoin d'avoir un permis. Non plus. C'est vraiment un mi-chemin entre un vélo électrique et une petite motoneige. Quand est-ce qu'est né ce projet fou de Moonbikes? L'idée a germé, je pense, il y a 4-5 ans. Parce que j'avais envie d'avoir un petit engin pour explorer les environs de la maison de mes grands-parents en Haute-Savoie. Parce que l'été, on a VTT électrique, des skates électriques, on a plein de choses. Et une fois que l'hiver arrive, il n'y a plus grand-chose en termes de motorisé, à part des raquettes et ses jambes, ou une voiture chaînée ou une motoneige. Ça coûte un petit peu plus cher. Voilà. Et donc l'idée, c'est de créer un engin de petite mobilité électrique pour les milieux enneigés. On regarde un extrait pour se rendre compte un petit peu de ce que ça donne? Avec plaisir. Vraiment envie d'essayer. Par contre, une petite question, le port du casque n'est pas obligatoire? Si au début on ne les mettait pas pour les premières images parce que voilà, mais effectivement maintenant on le met systématiquement et sur cette vidéo à l'époque on ne le mettait pas, mais dorénavant on le met systématiquement. C'est important de le dire au passage, effectivement. Alors vous avez 2 modèles pour l'instant, peut-être plus dans l'avenir. Un à destination du public et l'autre des professionnels de la montagne. Qu'est-ce qui les différencie, ces 2 modèles? La version publique est assez épurée, donc c'est la version de base. Et la version professionnelle, on lui a rajouté donc un porte-bagages, une remorque,
un arceau de sécurité, un gyrophare. Voilà, c'est ce qui les différencie. À quoi peut-elle servir cette moonbike professionnelle? Quelle utilisation en fait ils vont pouvoir en faire? Ça peut être donc pour les domaines skiables, par exemple pour le dépannage des téléskis. Nos premiers clients l'utilisent à ses fins. Par exemple, quand un skieur débutant va avec ses jambes enclencher la sécurité d'un téléski, plutôt que de devoir faire appel à une motoneige ou de remonter à pied, les équipes pourront prendre une moonbike, enfin peuvent dès maintenant prendre une moonbike et réactiver la ligne. Ça met quelques minutes, contrairement à avant où ça pouvait mettre 10 minutes, et faire circuler des motoneiges dans la station, ce qui n'était pas forcément souhaitable. Et les moonbikes, en plus de ça, sont électriques. Pourquoi est-ce que vous avez parié sur un moteur électrique? Parce que l'idée, c'est que ça soit je me suis dit que je voulais quelque chose d'innovant, donc déjà ultra léger, et ça pouvait être qu'électrique. Enfin, j'ai même pas imaginé le faire thermique à notre époque, ça n'avait pas vraiment de sens. Plus du tout aujourd'hui. Et puis vous avez une formation en plus. Oui, voilà, j'ai travaillé pendant 6 ans en tant qu'ingénieur aéronautique, donc je voulais mettre un peu en application mes compétences d'ingénieur pour créer quelque chose de vraiment ultra léger. Et le côté électrique, oui, franchement, c'était vraiment une évidence pour la communion avec la nature, pour le silence, l'absence d'odeur. Le côté, c'est beaucoup plus propre. Donc, je n'ai pas envisagé de faire de version thermique. Alors, par simple curiosité, à combien de kilomètres/heure peut-on aller avec une moonbike? C'est pas le but, la vitesse. Non, ça peut monter à 40-45. Quand même. C'est comme sur une mobilette, on n'a pas envie non plus d'aller à 100 km/h. Mais voilà, c'est 40 km/h, 40-45, mais on peut le brider dans les stations en général, on le bride plutôt à 20-25. Et elles sont déjà dans nos stations? Oui, exactement. Donc on a nos stations partenaires, on a Saint-Gervais, dont Avoria, la vidéo a été tournée, l'extrait qu'on a vu. Exactement. Avoria, donc la Cerma était notre premier client, premier achat de moonbike. Donc on est très content de ces partenariats. On travaille aussi également avec Combloux. Avec Courchevel, enfin on est ravis. Ça y est, c'est lancé. C'est lancé depuis décembre. Alors, quels ont été les défis de la construction d'un tel engin? Vous l'avez dit, d'abord un moteur électrique, il faut que ce soit plus léger aussi, maniable, je suppose. Oui. Les défis, premièrement, c'était que ça soit tout terrain, que ça puisse passer en poudreuse. Parce que les premières versions, c'était assez marrant. En fait, la chenille était toute petite et c'était pas très stable. Et ça creusait, et on finissait par creuser autour de nous et se retrouver bloqué. Donc ça avait un intérêt parce que ça montrait que l'électrique pouvait fonctionner. Parce que beaucoup de gens m'avaient dit mais non, ça ne marchera pas, les batteries, le froid, l'humidité, ça ne marchera pas. Donc je voulais créer juste une première version, un démonstrateur pour montrer que ça pouvait fonctionner. Mais effectivement, il y avait le défi, c'était la stabilité, pouvoir passer en poudreuse, pouvoir grimper des pentes. On avait des versions qui marchaient mieux en marche arrière qu'en marche avant. Enfin, c'est moins pratique. Il y a eu des étapes assez cocasses. Donc il y a eu au moins 3 ans de R&D de recherche et développement pour en arriver là. Et on est très content. On a breveté notre système de propulsion. On a comparé par rapport à une technologie plus traditionnelle de motoneige. On a 50% de rendement en plus. Et c'est protégé à l'international, donc on est hyper content. Et on pourra, avec ce même brevet, imaginer faire une version plus grosse. C'est le but? À terme, oui, pourquoi pas. Ouais. Combien coûte cet engin? Ça dépend des modèles, mais aujourd'hui, la version, pour citer par exemple la version tout équipée avec gyrophare pour les stations de ski, elle est à 5 900 € hors taxe. Beaucoup moins cher qu'une motoneige classique. 2 fois moins cher qu'une motoneige classique. Qu'on peut voir effectivement. Et on peut retrouver bien évidemment ces modèles déjà sur votre site internet. Exactement. On peut les commander? On peut commander la version professionnelle. Aujourd'hui, l'idée c'est qu'on vend uniquement aux professionnels de la montagne, plutôt dans le coin des Alpes, parce que c'est plus simple en termes de SAV, tout ça, de travailler autour de nous. Faire du local. Voilà. Mais à terme, assez rapidement, d'ici la fin de l'année, on lancera une campagne de précommande pour les particuliers. Je note par contre, ça sera surtout à destination des Américains et des Canadiens ou des Scandinaves, parce que pour les particuliers, c'est assez encadré, la motoneige est assez encadrée en France, donc ça ne sera pas notre marché du tout principal. D'accord. En tout cas, on vous souhaite une très très belle continuation. Merci beaucoup. Et puis, hâte de monter sur une moonbike très bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Je vous laisse rejoindre la régie. Merci beaucoup.
On passe à notre chronique initiative avec Cécile Bouget. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Oui. Alors, c'est parti pour cette chronique. On commence par un label de tourisme durable. Ça fait rêver et ça existe. Et ça existe en plus. C'est le premier label du genre au niveau international. Ça concerne l'hébergement touristique et la restauration. Ça a été lancé en 1994 au Danemark, repris en France 4 ans plus tard. On est un petit peu en retard. Un petit peu en retard, mais bon, non, je ne vais pas commenter. Donc, c'est une labellisation qui repose sur un certain nombre de critères qui sont réactualisés régulièrement. Donc, dedans, on trouve formation du personnel, évidemment, sensibilisation de la clientèle à l'environnement, tout ce qui est gestion de l'énergie, de l'eau, des déchets, les achats. Donc, les entreprises qui postulent pour ce label sont évidemment bien évaluées sur tout ça. Et c'est porté en France par l'association Terragir qui accompagne à peu près 4800 projets en matière de développement durable sur le territoire. Pourquoi je me suis intéressée à ça? Parce que chaque début d'année, la Clé Verte dévoile ses lauréats. 3200 établissements dans 66 pays, donc c'est quand même pas c'est mondial, du tout. Au niveau mondial. En France, on a 643 lauréats et on est le deuxième pays en nombre de lauréats, justement. 108 en région Rhône-Alpes, première région de France. On n'est pas si en retard que ça. Donc Désolée. nous, on a l'air de pas être trop mauvais. Et chez nous, dans les pays de Savoie, on a un certain nombre de lauréats qui sont là. Donc ça peut être des campings, des hôtels, des gîtes, des meublés, des chambres d'hôtes, jusqu'au restaurant. Et donc, chez nous, on a 4 hôtels. Le Samovar à Val d'Isère, la Citadelle de Conflans-Albertville, le Clos Marcel à Douin, les Tres Hommes à Annecy, un restaurant qui s'appelle Impossible à Chamonix et 4 campings. Donc, en fait, tout un chacun peut aller sur le site lacléverte.org pour aller voir sur le territoire où il veut aller, pourquoi pas en vacances ou en week-end, pour aller voir qui sont les lauréats et pouvoir aller passer des séjours avec une toute petite note de développement durable. Super. Il y a un petit site peut-être Oui, www.lacléverte.org, clé avec un F. Oui, Clef. Voilà, il y a une page Facebook aussi. Et puis une belle initiative aussi du côté de la cantine d'à côté. Voilà, alors très à côté puisque ça se passe à Anne-Sylvieux, au chef-lieu. C'est une association qui a été créée début 2018 dans une maison. La petite histoire dit que en fait, c'est un couple qui a racheté la maison de leur voisine qui était décédée. Le couple a aménagé cette maison en différents lieux et au final, au rez-de-chaussée, si j'ai bien compris, cette cantine un peu particulière. L'idée, elle n'est pas nouvelle, c'est de proposer à des personnes de venir cuisiner ensemble et de manger ensuite le repas. C'est-à-dire qu'on ne vient pas, ce n'est pas un restaurant, on participe à l'élaboration du repas. On ramène ses courses ? Alors ça, je ne pense pas. Je pense que les menus sont définis au préalable. Et puis les bénévoles, alors c'est encadré par des bénévoles, mais les personnes qui ont envie peuvent venir. On prépare le repas et on le mange tous ensemble. L'idée, c'est donc de cuisiner ensemble dans la bonne humeur, comme toujours à la maison. De quoi recréer donc du lien social. Voilà, du lien social, produits de saison, bio de préférence ou local en tout cas, cuisine légère, saine, tout va bien. Donc c'est Franck et Marina Brière qui sont à l'initiative de ce projet. Donc c'est 2 midis par semaine, mercredi et jeudi, sur inscription, parce qu'il y a à peu près une quinzaine de convives qui sont attendus. Donc on devient adhérent de l'association et puis on participe au repas, 8 € plus si on a envie de financer d'autres repas ou la sauce. C'est un principe qui n'est pas nouveau, je le disais, puisqu'il y a quelque temps de ça, j'avais parlé des petites cantines d'Annecy et c'est l'occasion de leur faire un petit coucou et de leur relayer 2 infos. L'ouverture est prévue pour le premier trimestre 2020, donc c'est le deuxième trimestre 2020, pardon, parce que là, ils sont en travaux. Et ils recrutent, ils cherchent la personne qui va être responsable de la maison, donc maître, maîtresse de maison. Allez, Cécile, lance-toi. Non, moi j'aime bien mon métier et puis je suis nulle en cuisine. Donc on va rester comme ça. Je n'irai pas cuisiner avec toi dans ce cas. Non, surtout pas. Donc voilà, l'occasion de leur faire un petit coucou. Ensuite, un petit tour du côté de l'agenda avec le programme 2.0 pour le Festival du film et Forum international sur les droits humains de Genève. C'est ça. Alors, ils ont eu la bonne idée de raccourcir le nom qui est imprononçable.
Bref, ce festival qui a lieu du 6 au 15 mars, donc encore quelques jours, en raison d'une De l'actualité. épidémie de On ne sait pas d'où ça sort d'ailleurs. Covid-19 dont nous ne sommes pas au courant, eh bien, évidemment, beaucoup d'événements publics ont été annulés, dont les projections, dont les débats. Et ben, heureusement, nos collègues de ce festival ont plus d'un tour dans leur sac et du coup, ils ont décidé de retransmettre les débats, les entretiens sur Internet en direct. Donc ça veut dire Pas mal. Voilà, Une belle réactivité, la sélection en tout cas. continue, tout ce qui n'était pas public continue, les prix seront remis et le public pourra suivre les interventions. Donc jusqu'au 15, il suffit d'aller sur le site internet du FIFDH de Genève, fifdh.org et peut-être même la page Facebook pour suivre toutes ces interventions sur les droits humains. Et on termine rapidement cette chronique avec la nouvelle édition de Dictel. Dictel. Donc là, j'espère que ça aura lieu le 3 avril, 17h, Imperial Palace à Annecy. Une dictée. On peut avoir un prix si on s'en sort bien. C'est les Sœurs Optimistes d'Annecy qui organisent ça au profit de leur association qui soutient des projets, entre autres pour l'éducation des filles. Rien Donc que ça, dictée, faut y aller. correction, remise des prix et verre de l'amitié à l'Imperial le 3 avril. Merci beaucoup, Cécile. Reste sur le canapé avec moi puisque c'est déjà la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Ce soir, à 19h30, c'est la deuxième partie de l'émission World of Free Sports sur une course de mountain bike en Afrique du Sud. Passez une très très belle soirée. On se retrouve bien évidemment demain sur 8 Mont Blanc pour une nouvelle émission d'Accès Direct.